Bonjour ITV. Lafiya ITV. Suka ITV. Bonjour ITV. Bonjour ITV, c'est ITV, Soko ITV. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission. C'est avec beaucoup de plaisir que toute l'équipe vous retrouve pour entamer ensemble cette nouvelle semaine qui commence. Et comme le dit cette citation de Winston, l'attitude est une petite chose qui fait une grande différence. Alors, adoptons une bonne attitude tout au long de cette semaine qui peut soulever les montagnes. Et ce matin, sur ce plateau, je suis avec Rome Nelum Sengar. Bonjour. Bonjour Madame Irène, bonjour à tous nos téléspectateurs, à nos internautes et pourquoi pas nos auditeurs qui sont en synchronisation avec nous depuis la radio IFM. Ouais. Nous sommes très ravis d'être à ce plateau pour les servir, surtout dans le début de la semaine. Vous servir est notre devoir. Tout à fait, hein? C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous installons après un week-end peut-être un peu lourd, un week-end chargé ou un week-end reposant. Nous voilà ce matin en votre compagnie pour vous permettre de bien démarrer la matinée, de bien démarrer la journée et surtout vous souhaiter un très bon début de semaine. Nous allons donc passer 1h30 minutes ensemble avec nos fidèles téléspectateurs, auditeurs et surtout nos internautes avec un menu qui est très bien préparé. Ah, très bien, parce que chaque lundi, nous avons un menu bien garni. Ouais. Et s'il faut donner un avant-goût, hein, tout à fait. C'est nécessaire. Nous avons notre chroniqueur de la maison qui viendra ici pour nous parler des ressources humaines, bien sûr avec M. Clément Sianka. Ouais. Nous aurons également un écrivain. Un jeune écrivain. Il est très jeune. Voilà, qui sera également là pour nous donner un peu de lumière sur ces livres. Et puis, si possible, les enfants, disons comme nous sommes toujours en vacances, voilà, nous continuons toujours à recevoir des élèves pour parler vacances, parler de ce qui se passe dans les vacances et tout ça. À fait. Et voilà. Entre ça, on va entremêler avec les clips, les capsules et tout ça. Et justement, voilà, et justement, parlant de la capsule, nous vous proposons cette vidéo qu'on appelle tout simplement la vidéo du jour. Hein. Okay. On va laisser chacun découvrir et interpréter avant de revenir sur le plateau. Voilà, Roms, cette vidéo qui dit beaucoup de choses. Hein. Beaucoup. Tu as déjà vu ça? C'est rare, n'est-ce pas? C'est rare de voir ça, hein, parce que voir une femme en train de faire un grand travail que font les hommes, il faut le dire, c'est vraiment... Et surtout ce travail. Hein, ça existe. Les briques, voilà, c'est pas un truc aisé, mais là... Ça prouve la bravoure des femmes. Ouais, surtout la femme tchadienne. Oui, ça existe. Hein. Ça, c'était dans le Mayo-Kébi Ouest. Est-ce que tu sais que là-bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, certaines femmes construisent leur propre maison? Oui, c'est ce que j'ai l'habitude de voir ou d'apprendre. Et c'est ça, parce que je trouve que vers le Mayo-Kébi, le grand Mayo-Kébi, de manière générale, ils sont toujours conservateurs, ils conservent toujours leur culture, leur identité, et c'est ce qui est bien. Ils ne se sont pas laissés emporter, sinon mélangés par la modernité comme ailleurs. La femme, elle s'élève, elle fabrique ses briques, elle construit sa maison. Là, je lui ai demandé, est-ce que c'est toi qui a fabriqué les briques? Oui. Wow. Ouais, ils ont fabriqué les briques et puis elle est en train de monter le four. En train de monter le four. Wow. Voilà. Wow. Vraiment bien. En tout cas, chapeau à toutes ces femmes-là. Chapeau à vous. Nous allons à présent prendre une ponctuation musicale, Roms. Voilà. La question de permettre à tout et chacun de prendre une bonne position. Dancing tonight. I feel love, I feel life, I feel good 'cause I'm in my hood, dancing fly. The soleil sur ma ville.
ma ville, oui, c'est du kill, oui. Plus de confrontation la vie, tous venus de nulle part. Le drapeau, on le met haut, le même état d'esprit, à chaque pas encore plus haut. Let's swap, let's swap, let's swap, let's swap, let's swap. Moi je suis habite comme un Sao, riche comme un lion. Bonheur dans les rues, quand j'y suis prochain je fly. NDJAMENA, retrouve le cœur de l'Afrique et tu trouveras qu'on est là. I feel love, I feel life, I feel God, cause I'm in my hood, dancing, flying high. Solo sur ma vie, avec du love dans les regards. I feel life, I feel love, I feel God when I'm in my home, smiling, jumping up. Des lumières sur ma vie, avec du kiss pour mes ladies, mes ladies. Yeah, Vangin je suis d'ici, né grandi ici. Et Inch'Allah, nos petits mondes tous naîtront ici. C'est la vie de Dino Mike, pour l'ami au mic. C'est Jambal Bar, Kabbalah et Moussa Dikel au mic. People comme un rockstar, oui appelle-moi Jumpstar. Le succès après, ne sais pas, moi j'en veux Hassa. Trop de trucs en tête, donc fallait un pour la famille. Les jaloux ils vont m'écrire, mais c'est comme ça, c'est ça la vie. Il y a 1 million de swag man, 1 million de gentlemen, 1 million de queens, 1 million de tours de table man. On oublie les défaites, on trinque à la réussite. Façon de prendre les choses, l'avenir c'est tout de suite. I feel love, I feel life, I feel good cause I'm in my hood, dancing, flying high. Du soleil sur ma vie, et du love dans les regards. Yeah, I feel life, I feel love, I feel good when I'm in my home, smiling, jumping up. Des lumières sur ma vie, et du kiss pour mes ladies, mes baby. I feel love, I feel life, I feel good cause I'm in my hood, dancing, flying high. Du soleil sur ma vie, et du love dans les regards. Yeah, I feel life, I feel love, I feel good when I'm in my home, smiling, jumping up. Des lumières sur ma vie, et du kiss pour mes ladies, mes baby. Voilà, Roms, on espère que tout le monde s'est donc confortablement installé avec cette vidéo. Ceux qui sont en train de prendre peut-être leur thé, du thé vert, thé rouge, bouillon, de la bouillie. En tout cas, bon appétit à vous. Ceux qui sont en route également pour le bureau. Tu sais que de nos jours, même dans ta voiture, tu peux suivre tranquillement tes programmes préférés à la télé. C'est ça aussi. Voilà. Et là, nous leur souhaitons également bonne vision. Ouais. S'ils sont en train de nous suivre, évidemment. Ouais. Voilà, ils peuvent interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Chat ou laisser tout simplement des messages sur le 63 08 41 77. Pourquoi pas, pour souhaiter un bon début de semaine à vos amis, à vos proches. Ça fait du bien de recevoir un message d'un parent, d'un ami qui te souhaite, te dit bonjour, qui te souhaite un bon début de semaine. Ça fait chaud au cœur quand même. Voilà. En tout cas, merci pour votre fidélité. On va à présent parler bien-être et aujourd'hui, nous parlons des contraceptions avec Dr Hissène Adanao. La contraception, c'est l'un des piliers de la réduction de la mortalité maternelle. Nous, on n'est pas contre la contraception, mais que cette contraception vient d'une main d'un spécialiste. Parce que, comme j'ai parlé de ça si tôt, les femmes n'ont pas le même problème hormonal. Normalement, il faut avoir son statut hormonal avant de commencer une contraception. Et il faut que l'équipe
qui vous met sous contraceptif vous explique les avantages et les inconvénients de chaque contraception. Une fois que vous avez ces avantages et ces inconvénients de chaque contraception, vous pouvez la choisir. Et quand c'est vous qui le choisissez et vous, en connaissant les avantages et les inconvénients, je pense que vous n'allez pas vous stresser vers la fin. Mais quand on vous balance une contraception sans avoir aucun sur votre statut, aucune norme sur votre statut hormonal, on vous balance une contraception comme des cacahuètes, vous les prenez, c'est sûr qu'après vous aurez des problèmes. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'avant la prise d'une contraception, il faut que l'équipe qui vous donne la contraception vous explique les avantages et les inconvénients de chaque méthode contraceptive. Alors, vous savez que les contraceptifs, c'est des hormones et tout ce qui est hormone a des effets secondaires. Il n'y a pas une contraception sans effets secondaires. Mais il y a certaines contraceptions qui ont moins des effets que d'autres. À long terme, par exemple, comme je vous ai expliqué plus tôt, une femme qui a un taux d'estrogène déjà très élevé dans son corps, elle commence à prendre une contraception à estrogène pur. Il y aura une hyperestrogénémie. Vous savez que l'hyperestrogénémie est un facteur de risque de cancer de sein. Peut-être qu'à long terme, la femme va faire un cancer de sein. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle a fait le cancer de sein. C'est parce qu'elle avait un taux d'hyperestrogénémie dans son corps. Elle a pris des estrogènes à long terme. Et c'est cette hyperestrogénémie-là qui est un facteur de risque. Je ne dis pas de cause à effet direct, mais c'est un facteur de risque. Ce qui dit facteur de risque, c'est que ça multiplie les chances de faire la maladie. Je demande à ce que les femmes se font consulter. En tant que médecin, ce que j'exhorte, c'est que les femmes doivent se faire consulter. Et quand vous avez un problème, le mieux, c'est de s'adresser à les spécialistes de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un problème ORL là, n'allez pas voir l'ophtalmo. Il ne peut pas résoudre votre problème. La spécialité est faite pour ça. Quand on fait la spécialité, c'est qu'on est doué dans ce domaine et on peut résoudre le problème que dans ce domaine. Moi, en tant que gynécologue, je ne vais pas consulter les enfants. Parce que si mes enfants tombent malades, je les envoie chez le pédiatre. Donc, j'aimerais à ce que les enfants des autres aussi passent voir le pédiatre. C'est ce qu'il faut que le Tchadien lambda comprenne. Si moi, j'ai mon cousin qui est pédiatre, mais moi, ma femme a un problème d'infertilité, je ne vais pas aller voir le pédiatre, même si le pédiatre est mon cousin. Il faut que je sois orienté vers le gynéco, c'est parce que c'est son domaine, c'est parce que c'est ce qu'il a fait comme spécialité. Voilà le conseil que j'ai à donner aux femmes. Si vous savez que si vous voulez prescrire une contraception à une dame, il faut s'assurer de son bilan hormonal. Il y a des femmes qui ont un taux normal d'estrogène et un taux élevé de progestérone dans le corps déjà. Vous lui donnez encore une contraception à progestérone. Ça veut dire que son taux va tripler. Cette femme-là, si elle veut revenir encore avoir des enfants, c'est tout un tas de problèmes. Parce qu'il y a une hyper-excitation hormonale due au progestérone. Donc le taux de progestérone est tellement élevé qu'elle n'arrive pas. C'est la même chose pour l'estrogène. Il y a des pilules à estrogène pur. Pour que vous donnez ces médicaments à estrogène pur, il faut s'assurer que la femme n'a pas une hyperestrogénémie. Si elle a une hyperestrogénémie et que vous lui ajoutez encore des estrogènes, c'est vrai qu'elle est bloquée pendant cette période qu'elle ne veut pas concevoir, mais le jour où elle désire une grossesse, ça devient un problème. Effectivement, ça c'est le cas le plus fréquent rencontré dans nos consultations. Merci au docteur Hissène Danao pour tous ces éclaircissements. J'espère que les femmes ont pris bonne note. Les hommes également ont pris bonne note. Malheureusement, on ne peut pas faire trop de commentaires parce qu'il est déjà 7 heures passées même. 50 minutes, donc c'est l'heure d'actualité matin. On va aller du côté de la régie avant de revenir sur le plateau.
Après l'indépendance, le président François Tombalbaye a décidé de créer des industries agroalimentaires afin de booster l'économie nationale. C'est ainsi qu'avec l'aide de certains cadres nationaux et partenaires au développement, il va mettre en place les grands moulins du Tchad GMT. Ces grands moulins du Tchad fabriquaient en son temps de la farine et de la semoule à partir des blés cultivés dans les polders du lac Tchad. Ces farines et semoules étaient vendues moins chères aux populations tchadiennes. Il a ensuite mis en place la société industrielle de viande au Tchad, Civit, ce qui a permis à l'époque d'exporter la viande tchadienne très prisée dans l'espace UDEAC, Union douanière et économique d'Afrique centrale, actuelle CEMAC. Cela s'est fait grâce à la compagnie nationale Air Tchad. Par son génie créateur, une société nationale de commercialisation a été portée sur les fonds baptismaux ainsi que la coopérative des transporteurs tchadiens CTT. C'est pour défendre les intérêts moraux et matériels des transformateurs. Il ne faut pas aussi oublier la création de la SONAPA, la Société nationale de production animale, la Cyclo-Tchad, les abattoirs frigorifiques de Farsha, pour donner toujours un coup d'accélérateur à la jeune économie qui venait à peine de s'émanciper de la colonisation. Une Société nationale sucrière du Tchad, SONASUD, a été mise en place et installée à Banda, dans la sous-préfecture rurale de Sahar. Il faut noter aussi la création des brasseries du Logone, BDL, et la manufacture de cigarettes du Tchad, MCT. Malgré les difficultés de tous ordres, le premier président avait créé aussi la SODELAC, la Société de développement du lac. C'est pour exploiter les polders du lac. D'ailleurs, le président Ngata Tombalbaye, lorsqu'il avait décidé de scinder en deux la préfecture du Kanem, qui était auparavant le royaume du Kanem-Bornou, cela avait suscité une levée de boucliers chez les habitants. Mais le président Tombalbaye a réussi à convaincre le sultan de Mao en lui expliquant qu'il voulait faire du lac Tchad le grenier du Tchad. C'était en 1962 qu'il avait pris une ordonnance pour créer la dite préfecture. Il faut rappeler, pour rafraîchir la mémoire, qu'en dehors de ces nouvelles sociétés, il y avait aussi quelques entreprises coloniales, entre autres la NSKN, la nouvelle société de Kouilignari, la SQUA, société de commercialisation ouest-africaine, et la Coton Franc devenue actuellement Coton Tchad, qui ont pion sur rue pendant la période coloniale. Après la chute du président Ngata Tombalbaye, toutes ces entreprises battaient de l'aile et une à une, les régimes qui se sont succédés à la tête de ces pays ont mis la clé sous le paillasson puisqu'ils n'avaient pas de vision. Le Conseil supérieur militaire, CSM, qui n'avait rien fait pour sauver ces industries qui faisaient la fierté des Tchadiens. Après la chute de cette junte militaire, ce sont les tentacules du Frolina, Front de libération nationale du Tchad, qui ont pris le pouvoir. Mais ils ont enfin enterré définitivement toutes ces industries, y compris un des fleurons de l'économie nationale, la compagnie nationale Air Tchad. En principe, avec l'exploitation du pétrole tchadien, on aurait dû réhabiliter ces industries, mais on a préféré utiliser les milliards engrangés par le pétrole ailleurs. Ces milliards sont dilapidés à d'autres fins. Il faut reconnaître que le premier régime, quoi qu'on dise, avait vraiment la volonté de faire décoller l'économie de ces pays. الألقاب الفخرية انعكاس حقيقي للقيم الوطنية، وهي تجسد أداة فعالة للتقدير العام، وبينما تقدر مساهمات الماضي تهدف إلى إلهام الأجيال القادمة. مع ذلك في بلد توماي يبدو منحها أحيانا توزيعا تافها يجعل كثير من المواطنين النطاق الحقيقي لهذه التميزات المنتشرة هنا وهناك في سياق يكافح فيه مبدأ الجدارة لترسيخ مكانته. فعلى أي أساس إذا نكرم خدام الجمهورية؟ يوضح البروفيسور أحمد محمد حسن الخبير الدستوري حول هذا السؤال، والذي أشار بوضوح: لكن من الواضح أن بعض التميزات تربكنا في أيامنا هذه، فإلى جانب رمزيتها تحمل هذه الألقاب قيمة كبيرة للفرد وللأمة على حد سواء. لذا لابد من وجود تنظيم قانوني لتجنب إساءة استخدام، حيث قياس أثر كل قرار على صورة البلاد. تظل الأولويات الوطنية ملحة في قطاع مثل الصحة والتعليم وتحسين المناخ السياسي من أجل وطن أفضل. كما تتمتع هذه الألقاب بقيمة لا تقدر بثمن سواء للفرد نفسه أو للأمة. لذا لابد من وجود تنظيم قانوني لتجنب إساءة استخدام سلطة التميز. عليك أن تنصت إلى كبار السن لتدرك الجوهر الحقيقي للعيش معا. قصصهم الدقيقة كدروس تطلع عن زهر قرب. تصور تشاد حيث كان الناس يفهمون بعضهم البعض دون حساب، حيث لم يكن التضامن
وكرم الضيافة قيما قابل للتفاوت. هؤلاء الشهود الأحياء تنابئ الحكمة الحقيقية، يستحضرون زمنا سادت فيه الصداقة والثقة دون أي مساس بأي مناورات سياسية، لكن السنوات المظلمة حتمت هذا الزخم شيئا فشيئا. ازدادت انعدام الثقة بين الإخوة الذين كانوا يتشاركون كل شيء بغض النظر عن القرية أو الأصل ناهيك عن الدين، ومع ذلك لا شيء ينقطع. لا يزال من الممكن استعادة ذلك الدفع الذي ورثه التشاديون من الماضي، حيث كانت هويتهم تحدد من خلال حيهم لا من خلال إرقهم. تشاد الشيوخ التي تعلمناها من الكتب وقصصهم لا تزال مثالا يهتزى به، لأن سياسة فرق تسد لا تفيد أحدا بل تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. Face aux défis climatiques persistants au Tchad, le ministère de l'Environnement et de la Pêche et du Développement durable, en étroite collaboration avec l'ONG américaine de protection de la nature et l'ONG Espace Vert du Sahel, ont jugé utile d'aborder les questions liées au changement climatique, le rôle que joue l'arbre dans une société et les campagnes de reboisement dans les zones touchées par l'avancée du désert. Ce panel a vu la présence des cadres du ministère de Madame Mbaïrari, née Irène Boguélan, directrice des études de la planification, des suivis et des statistiques, de Joël Yodoïman, coordonnateur ONG Evestiat, et de Dr Dolmia Malachi, directeur pays représentant au Tchad de la Wildlife Conservation Society. À travers ce panel, nous voulons non seulement échanger sur l'importance des arbres dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi renforcer notre engagement collectif aux côtés de l'État pour la préservation de l'environnement. Dr Dolmia Malachi aborde les questions liées au changement climatique et les modèles de projection. On a des projections au niveau régional, des projections au niveau également mondial. Selon les modèles de ce programme-là, il y a une augmentation des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés ici au Tchad sur le 21e siècle. Le coordonnateur de l'ONG Evestiat a touché du doigt les campagnes de reboisement au Tchad et ses obstacles. On parle aujourd'hui de tout ce que nous connaissons comme perte de la biodiversité, avancée du désert et tout. Nous qui avons la chance de connaître le problème, nous devons être des relais auprès des nôtres, autour de nous, pour que ce problème soit pris au sérieux par tout un chacun de nous. La protection de l'environnement est une responsabilité collective et urgente face aux menaces telles que la déforestation, le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité. Chaque geste compte, qu'il soit individuel, communautaire ou gouvernemental. Préserver notre cadre de vie, c'est garantir la santé, la sécurité alimentaire et le bien-être des générations actuelles et futures. L'objectif principal de ces rencontres est de conscientiser les parents sur les bienfaits de l'éducation pour leurs enfants. Souhaitant la bienvenue aux membres de l'Union, le représentant du chef de canton de Cana et le chef de canton de Koutou ont affirmé que chaque enfant mérite une chance égale d'accéder à l'éducation. Ils ont demandé à l'assistance de rester attentifs afin de profiter du partage des informations concernant les avantages sur la scolarisation des enfants, garant de leur avenir meilleur. À travers un sketch, les parents ont été encouragés à inscrire leurs enfants à l'école afin de leur offrir les mêmes opportunités d'épanouissement et de réussite. Tour à tour, les membres de l'Union se sont reliés pour partager des témoignages inspirants montrant comment la scolarisation a été un facteur déterminant dans leur réussite personnelle et professionnelle. La présidente de l'Union Logonaise Sans Frontières a signifié aux parents qu'investir dans l'éducation de leurs enfants, c'est construire un avenir prometteur pour eux et pour la communauté. Nous sommes venus causer avec les parents, les enfants ainsi que les autorités pour leur passer le message afin d'inscrire les enfants à l'école. Et nous-mêmes, nous sommes des exemples parce que nous sommes issus du Logone occidental et c'est grâce à la scolarisation que nos parents nous ont inscrits et nous sommes venus partager ce moment avec eux
et pour leur donner de bons exemples afin qu'ils puissent nous suivre. Les parents présents ont partagé leurs émotions et ont témoigné de leur engagement à scolariser leurs enfants. Après les séances de sensibilisation, l'Union Loganaise sans frontières a procédé à la distribution des vivres et non-vivres à quelques parents dans le besoin. Cette initiative a été rendue possible grâce à la contribution généreuse des membres qui ont su faire preuve de solidarité et d'engagement envers la cause. Dans un pays où l'histoire électorale reste marquée par des violences et des tensions, les propos de Laurent Gbagbo sonnent comme une mise en garde directe au pouvoir en place. À l'issue de sa tournée de proximité baptisée Kokoko, Laurent Gbagbo, ex-président, s'est exprimé le 16 août 2025 devant des milliers de partisans rassemblés à Yopougon. Réaffirmant une position sans équivoque, il n'y aura pas de quatrième mandat pour le président Alassane Ouattara. Une sortie qui ravive des tensions politiques à l'approche échéance de 2025. Après une marche politique conjointe avec le PDC, la scène de Figayo devient le théâtre d'une affirmation de leadership, mais surtout d'un rappel des règles du jeu démocratique, la limitation des mandats. Le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée, et qui sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan, et le lendemain il nous dit, je serai candidat. Or donc, c'est à l'Élysée qu'il réfléchit. Il faut qu'il sache que le troisième mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini, il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non. Face à un pouvoir perçu comme solidement installé, Gbagbo joue la carte de l'opposition populaire, mobilisant la foule et mettant la pression avant la présidentielle. Il s'agit en mémoire du passé, mais aussi en anticipation d'un futur électoral qu'il souhaite voir respectueux de la Constitution et de la volonté populaire. Si ces mots galvanisent sa base, il interpelle aussi toute la classe politique ivoirienne. La stabilité du pays dépendra du respect des engagements démocratiques. Un quatrième mandat de Ouattara pourrait rouvrir la vieillesse blessure. La Côte d'Ivoire a besoin d'un débat politique serein, pas d'un retour aux tensions d'hier. Les propos de Gbagbo ne doivent pas être lus comme une provocation ou une va-t-en-guerre, mais comme un appel à la raison républicaine. La Fédération tchadienne de football association a officiellement présenté ce 14 août dans la salle bleue de l'ONAMA le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale senior. La cérémonie présidée par Taïrouli Hassan, président de la Fédération tchadienne de football association, a réuni l'ensemble du bureau exécutif et la presse sportive nationale. L'international tchadien Mamad Thiam ne jouera finalement pas l'étoile sportive du Sahel, alors qu'un accord semblait sceller le staff technique tunisien a mis fin au dossier, jugeant sa condition physique insuffisante. Un coup d'arrêt brutal pour le joueur qui nourrissait de grands espoirs. Après une saison blanche en 2023-2024, Aldoum Jean retrouve son maire nouveau. Solide au milieu de terrain avec son club de Régional 1, il s'apprête à signer en National 3. Une trajectoire ascendante qui pourrait renforcer les rangs des Sao. À Dar es Salaam, les fauves du Bas Ubangi jouent leur suivi dans le championnat d'Afrique des Nations. Après 2 défaites consécutives, 2-4 contre le Burkina Faso et 1-0 face à la Mauritanie.
Ils s'affrontent Madagascar pour une ultime chance de rester en course. Dans les autres rencontres, le Maroc s'impose 3-1 face à la Zambie, grâce à une prestation collective de haut niveau, tandis que la RDC a dominé l'Angola 2-0. Le duel entre les Marocains et les Congolais s'annonce déjà explosif pour la qualification. La Zambie, 100 points, quitte définitivement la compétition. La CAF, par ailleurs, a confirmé la liste officielle des stades homologués pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Confédération 2025-2026. La joueuse internationale de la Juventus de Turin continue de faire parler d'elle. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle génère davantage de revenus grâce à ses partenaires publicitaires qu'à son salaire sportif. Un phénomène révélateur du poids de l'image dans le sport moderne. Au terme des scénarios renversants, le Paris Saint-Germain a arraché la Supercoupe d'Europe, mené 0-2 jusqu'à la 94e minute. Les Parisiens ont égalisé in extremis avant de s'imposer au tir au but. Un succès qui fait entrer le PSG dans l'histoire comme le premier club français à remporter ce trophée continental. Ainsi s'achève ce numéro du Rétro Hebdo Sport, votre fenêtre hebdomadaire sur l'actualité sportive tchadienne, africaine et mondiale. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon au rythme des exploits et des passions. Merci à Mbaye Dixon Sadok pour ce retour sur l'actualité sportive. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, Roms, nous avons le plaisir de recevoir notre jeune auteur sur le plateau en la personne de Dianto Ndilmbaïdje Kevin, de son nom d'état civil, Dianto Kevin. Voilà, il est né à Baïkoro, dans le département de Moudla, province du Logone oriental au sud du Tchad. Il a commencé son cursus scolaire du primaire à l'école catholique associée, puis secondaire respectivement au collège Sacré-Cœur et le lycée Padre Pio de Bébidia. C'est le fruit de prêtre. Ah oui, un fruit mûr même de l'école catholique, il faut le dire. Voilà, et nous avons le plaisir de le recevoir ce matin sur le plateau pour parler de son œuvre que j'ai en main ici, intitulée « Et si je me tais ?» Voilà. Dianto, bonjour. Bonjour Madame Irène. Bienvenue. Merci. Tu vas bien? Je vais bien, merci et vous? Bien installé? Oui. Je suis à l'aise. D'accord. Bonjour alors. Bonjour Monsieur Roms. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, et si je me tais? Pourquoi avoir choisi ce titre? Et si je me tais, est-ce que vous allez pouvoir avoir ce livre en main? C'est aussi ça la question. Donc il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire. D'accord. Votre œuvre se veut moralisatrice. Vous vous focalisez sur le milieu éducatif, particulièrement dans les universités, et vous dénoncez les comportements des étudiants, le comportement des enseignants. Voilà. Dites-nous, pourquoi, d'où sort cette inspiration? Ou c'est parce que vous-même, étant étudiant, vous avez vécu la chose. Voilà. Et vous vous êtes dit que non, il ne faut pas se taire. Oui, étant étudiant, je suis en plein pied dans ce milieu universitaire et je me suis dit, mais quelle est la vocation de l'écrivain en tant que tel? Déjà que j'ai eu pour parcours les sciences de langue, surtout la linguistique, option communication. Bon, il faut communiquer quand même sur ce qui se passe autour de soi, surtout que j'ai aussi l'amour des lettres. Donc, je me suis dit, bon, ça se passe, mais est-ce que certaines personnes savent vraiment ce qui se passe? Et comment faire pour que tout le monde soit informé? Et peut-être c'est aussi ça la vocation que je me suis assigné, d'écrire ce qui se passe et aussi faire connaître ce qui est bon à faire valoir à tout moment, ou bien à faire cette promotion aussi des bonnes habitudes, étant donné que je ne me focalise pas simplement de dénoncer ces comportements des enseignants ou bien des étudiants ici du milieu universitaire, mais je pars d'abord d'une famille. Parce que c'est ça la genèse
la genèse du livre. On vient d'une famille. Oui, oui. Donc, c'est cette valeur éducative-là qu'il faut promouvoir au fil du temps et l'école vient compléter et pourquoi pas le système universitaire vient encore approfondir ce que le lycée, le collège a pu façonner en nous. Donc, je pars, c'est un peu graduel jusqu'à ce que je tombe un peu sur la vie sociale, pas seulement le système éducatif, mais la vie sociale pour terminer. Voilà. Et donc, si je comprends mieux, il est parti d'abord de la famille. Comment la famille est constituée, si je vois bien, et comment les enfants doivent aller à l'école. Et graduellement, ils sont allés jusqu'à dans la vie sociale. Justement, parce que nous sommes issus d'une famille et nous parlons de l'éducation familiale. Et d'abord, pour que l'enfant puisse comprendre certains concepts, tout commence dans la famille. Et en plus de tout ça, on se dit, pourquoi je me suis focalisé beaucoup plus sur le milieu universitaire, parce que on se dit, les parents se disent que l'enfant a déjà eu son bac, il est déjà majeur, pas la peine de le suivre, il faut le laisser affronter la vie parce qu'il est déjà un grand garçon, une grande dame. Donc c'est à lui de s'approprier tout ce qui se passe, alors qu'au fond, en Gambie, on dit souvent « Imangalundaji Dubel ». Donc, on a toujours besoin des parents, que nous soyons ministres, que nous soyons âgés de 50, 60 ans et que le papa est à côté. Il est là comme notre guide, il est là comme celui-là vers qui nous allons toujours nous orienter. Et que les parents ne laissent pas, n'abandonnent pas les élèves, n'abandonnent pas leurs enfants juste parce qu'ils sont déjà à l'université. Donc, toutes ces étapes ont été bien planifiées dans le livre. Moi, il y a une étape qui a attiré mon attention dans le livre, où les enseignants qui font reprendre les étudiants expressément. Expressément parce qu'ils auraient demandé à ces étudiantes de leur servir le sexe, comme si on ne veut pas se cacher le terme. À ce niveau, est-ce que vous avez été témoin de quelque chose exactement, quelque part? Si vous lisez la préface du livre « Et si je m'étais », vous allez vous rendre compte aussitôt que c'est des réalités mélangées un peu à la fiction, parce que c'est aussi ça le génie de l'écrivain en tant que tel. Même si je n'ai pas été témoin, l'écrit peut faire comprendre qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe. C'est une pratique qui existe. C'est une pratique qui existe. D'accord. Vous avez également parlé des comportements des étudiants irresponsables qui trompent leurs parents. Vous voulez dire quoi par là? Et puis qui trompent leurs parents, et puis qui se conduisent en touristes à l'université. Il faut compléter ça. Qui mènent des vies de concubinage. Pas seulement la vie de concubinage, mais c'est l'escroquerie des étudiants envers les parents. Je prends un exemple simple. Quand nous étions étudiants, nous nous disons peut-être qu'à certains moments, on est permis de prendre tout auprès des parents. On sait que les parents font de leur mieux pour déjà assurer notre formation, les frais universitaires. Et le parent, il sait que l'enfant est en train d'étudier. Mais au-delà de tout ça, les étudiants que nous étions avions l'habitude d'inventer, trouver quelques astuces, d'inventer des choses pour pouvoir soutirer. Voilà. Donc, à l'une des pages, j'avais fait mention d'un comportement d'une étudiante qui, d'une manière ou d'une autre, avait essayé d'escroquer son papa. Parce que c'est à la page 54, cette étudiante qui avait déjà utilisé en amont l'argent de la scolarité pour organiser son anniversaire, une grande fête. Il faut faire comme les autres. Voilà, pour la joie d'une journée. Et se retrouve à la dernière minute coincée pour finaliser les frais universitaires. Et donc, cette étudiante avait trouvé astuce d'appeler son papa pour lui faire part qu'elle est malade. Et étant effrayée par l'état de santé de sa fille, étant donné que la fille aussi n'était pas à côté, elle est dans un autre pays pour les questions d'études, le papa était contraint de lui envoyer l'argent. Elle a utilisé cet argent-là juste pour aller rembourser, ou bien pour aller compléter les frais universitaires. Une fois fini de payer, c'est maintenant qu'elle tombe vraiment malade. Voilà. Et à ce niveau.
Elle ne peut pas encore appeler 2 fois pour dire que je suis retombé malade. À peine une semaine. À moins que les soins ne tiennent pas. Mais quel alibi, comment encore montrer aux parents que voilà, ça ne va pas. Donc, il y a certains de ces comportements-là qui nous rattrapent. Et j'ai toujours l'habitude de faire mention que les tentatives de la vie peuvent nuire à celui qui prétend mentir à cette nature. Donc, si seulement si on se sent, on est fier de ce que les parents font, il faut qu'on les aide à mieux nous aider. Et c'est pour cela que dans le livre, lorsque je parle de la famille, il y a un père qui est toujours proche de son enfant, toujours proche de son garçon. Et puis, à chaque fois, même s'il n'a pas la possibilité d'être à côté de son garçon, à chaque fois, il essaie de lui envoyer des messages, il essaie de lui envoyer des lettres pour lui dire « Sois conscient de ce que tu viens chercher. » Justement, j'allais vous poser la question. À l'entame de vos propos, vous aviez dit que les parents ne doivent pas abandonner les étudiants parce qu'ils sont déjà devenus grands, ils sont étudiants et qu'on les abandonne. Non, non, les parents doivent continuer à suivre les enfants et l'exemple que vous venez de donner, que la fille est dans un autre pays étranger, comment les parents peuvent faire pour donc continuer à éduquer ou bien à accompagner les enfants? Justement, c'est ce que je viens de faire mention. Il faut toujours être à côté, ne serait-ce qu'appeler pour demander est-ce que ça va. C'est ce qui nous manque souvent et c'est ce que beaucoup des enseignants, des pédagogues essaient de le dire. On laisse l'éducation seulement à la charge des enseignants. On laisse l'éducation seulement à la charge des institutions qui sont censées éduquer. Et on dit, bon, moi, je ne peux rien. Non, il est déjà à l'école, il est conscient, il est déjà grand. Non. À certains moments, l'enfant a juste besoin de ces petits mots d'encouragement, de réconfort là, pour dire que non, il y a quelqu'un qui est à côté, qui se soucie de moi, il y a quelqu'un là qui se soucie encore de mon avenir. Il va falloir que je fasse plus pour lui faire honneur. Il va falloir que je fasse plus pour que la famille aussi soit témoin de cet effort que j'essaie de fournir au jour le jour. Parce que je ne fais pas pour moi, mais je fais au nom d'une famille, au nom d'un village, au nom d'un pays. Et c'est ça qui réconforte. Mais dans la mesure où on dit, bon, moi j'ai déjà payé la scolarité, tu te débrouilles, tu es conscient, si tu le veux, tu le fais, si tu ne veux pas. Je dis, bon, tel que c'est parti, je vais me lasser. Et c'est aussi ça qui nous manque en famille, c'est aussi ça qui nous manque dans nos sociétés, surtout la culture tchadienne. On se lasse de continuer à suivre les enfants, à suivre leurs garçons, leurs filles, et ainsi de suite. Et il y a certains parents qui sont également irresponsables. Une fois envoyé l'enfant, c'est fini, il n'y a plus de suivi, on n'en voit plus rien, rien du tout. L'enfant est abandonné, mais ça l'amène à faire des mauvaises choses. Justement, et parfois aussi, quand les parents s'investissent aussi trop, nous interprétons autrement. C'est pour cela que j'ai fait mention d'escroquerie. Ce n'est pas seulement l'attitude de cette fille-là qui est aussi mise en avant, mais aussi les parents qui sont issus du milieu rural, les parents paysans, qui n'ont pas été à l'école, mais qui connaissent la valeur de l'éducation, envoient leurs enfants. Et donc, il y a eu une petite histoire là, qui était aussi là, qu'un étudiant qui est d'abord père de famille, qui est envoyé à l'extérieur par les parents paysans. Mais à chaque fois, c'est lui qui réclame plus. Les parents prennent d'abord charge de sa petite famille qu'il a laissée. Il connaît bien la situation de sa famille. Et il a une petite famille. Il a voyagé là, la situation a changé. Oui, et il a encore une petite famille que les parents essayent de nourrir, de vêtir, de loger. Et lui, de l'autre côté, mais à chaque fois, il revendique plus. Et un parent paysan, en tant qu'étudiant, tu te plains à telle enseigne qu'à l'approche de la campagne agricole, le parent se sacrifie, il vend un bœuf complet pour t'envoyer tout l'argent et que l'argent n'a même pas servi pour les études en tant que tel. Imaginez la douleur. Jusqu'à ce qu'ils reprennent même plus de 2 ans, le même niveau. Imaginez-vous, si vous êtes le père de ce garçon. Ça frustre. Ça énerve, et puis ça aura des conséquences sur les petits frères. On va Voilà. plus envoyer les petits frères. Ça coûte direct. Voilà, donc. Tu reprends d'abord, le père est obligé de déployer encore et encore des moyens. Quand il y a des enfants qui ont besoin aussi d'étudier, qui ont besoin aussi d'avancer. Tes enfants qui sont là aussi. À la maison, auront besoin aussi de ce grand-père-là pour les envoyer aussi à l'école. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Voilà. C'est vraiment une histoire réelle. Hein. Quand tu racontes comme ça, on voit ce sont des choses réelles. Hein. Il y a des étudiants vraiment inconscients. Hein. Ah ouais. Il y en a même qui rentrent sans diplôme. Hein. Avec des diplômes falsifiés.
d'autres avec double diplôme qui ne valent rien. Sans rien. Voilà. Rien du tout. Continuer à tromper les parents. Voilà, donc ça c'est un peu cet aspect des étudiants. J'ai dit, mais face à toutes ces choses, est-ce que je dois me taire? Et en disant ça, peut-être que ceux qui auront la chance de lire le livre disent, bon, c'est quand même tout de trop. Chacun devrait être juge de ce qu'il lit. Chacun devra apprécier à son niveau. Et le parent qui lit, dit, mais où se situe ma responsabilité? Celui-là qui va entreprendre à l'université va se dire, bon, moi, il faut que je reconnaisse qu'à ce niveau-là, je n'ai pas droit à l'erreur comme tel a fait. Et il va falloir que je puisse aussi soutenir l'effort des parents. C'est un peu ça l'idée qui se cache derrière. Et aussi un autre aspect, comme Rome avait évoqué, c'est ce comportement devient aussi des encadreurs. Comme on nous a toujours fait comprendre que l'enseignant, c'est le second père. Mais on se trouve face à une réalité qui est un peu différente. Déjà au collège, au lycée, c'est un peu différent. Et quand on vient encore à l'université, cette étudiante n'est pas là comme une sœur, mais elle est là comme un objet de souci pour l'étudiant. Et l'étudiant devient au sens strict le rival potentiel de son encadreur. Parfois, on a un cercle d'amis. Et il se pourrait qu'il n'y a rien entre l'étudiant et l'étudiante, mais comme l'enseignant est en train envie beaucoup plus l'étudiante, ça crée systématiquement un problème du côté. Il se dit peut-être qu'ils sont... Et voilà. Et si la fille refuse les avances, ben voilà, c'est par rapport à cause de ce petit paysan là que je n'ai pas la chance. Alors, comme c'est moi l'enseignant, on se verra. Et c'est toutes ces choses là. Ça fait que les étudiants n'ont pas cette émancipation, surtout dans la cour universitaire. Et il y a trop de problèmes. Et nous voyons des enseignants manipulateurs, des prédateurs qui ne sont que là, mais qui, d'une manière ou d'une autre, s'éloignent de l'éthique et de la déontologie de l'enseignant. Bref. Alors, pour finir, quel est le message que vous avez ce matin? C'est vrai que vous avez déjà tout dit dans cette œuvre. Vous avez dénoncé, vous avez donné des orientations avec des exemples des familles, des parents. Mais s'il y a d'autres messages que vous devez adresser ce matin aux étudiants ou bien aux enseignants? Le seul message que je pourrais dire, c'est juste une prise de conscience. Parce que chacun a un rôle à jouer dans le circuit éducatif. Que nous soyons parents, que nous soyons enseignants, que nous soyons étudiants. Parce que déjà, si le parent est conscient que voilà ce que je fais, c'est pour ton bien, toi l'étudiant ou bien l'élève, toi l'enfant, tu devrais se comprendre que l'effort que le parent est en train de fournir, c'est pour mon bien. Et l'enseignant, il faut aussi dire que je suis en train de former un cadre de demain qui va me remplacer. Si et seulement si j'ai ce comportement envers cet étudiant, envers cette étudiante, et que cette personne, cet étudiant parvient aussi à être enseignant, et qu'il recopie le même comportement que moi j'ai sur mes enfants, parce que certainement moi si j'aurais des enfants, et celui-ci-là peut dans la mesure du possible enseigner mes enfants dans le futur. Et si lui il adopte aussi ce même comportement sur mes enfants, comment je vais analyser cela? Donc, n'essayons pas de faire prospérer le mal, mais que chacun prenne conscience de ce qu'il fait pour que nous soyons un peu dans l'harmonie. D'accord. Merci. Et le livre coûte combien? Le livre coûte 5 000 francs. 5 000 francs CFA. Où est-ce qu'on peut trouver aux éditions Toumaï. Éditions Toumaï, oui. D'accord. Voilà, nous invitons donc nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes à se procurer de ce livre qui raconte un peu ce qui se passe dans les universités. Moi, je dis que c'est un album social, parce que ça parle de notre vie quotidienne. Tout à fait. Et donc, c'est évident, il faut aller chercher ce livre encore pour s'en rendre compte de la situation que nous traversons quotidiennement. Tout à fait. Nous allons dire merci donc à Dianto Ndil Mbaye Kevin d'être passé très jeune, vivement que d'autres inspirations viennent encore pour te permettre de nous sortir encore une autre œuvre. Peut-être que c'est déjà oui, c'est encore réflexion. En tant que croyant, je dis simplement Amen. Amen.
D'accord. Merci d'être passé. Très bon début de semaine à toi. Et puis, on va le raccompagner avec une capsule qui va permettre à M. Clémentien encore de s'installer. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Maintenant, les Prolac qui nous aidé sur les panneaux solaires, maintenant on est revenu sur les générateurs. Parce que pourquoi on a générateur? Il y a panneaux solaires, encore générateur. C'est les générateurs qui jouent un grand rôle. Si en saison de pluie, on veut démarrer générateur. Et même au moment fraîcheur, là, on veut démarrer générateur. On fait le voyant sel. Et mais cette culture-là, nous manque de formation. D'autres cultures ont fait, si on a raté, ça va être une difficulté. Nous, on veut que Prolac il va nous appuyer en formation et on veut essayer d'autres choses. Mais s'ils ont nous laissé comme ça, nous, on n'est pas capable d'essayer d'autres choses. Ça, c'est les cultures qu'on fait, ça, c'est les cultures de nos grands-pères. Grands-pères, c'est héritage. On est tellement fiers de ça. Donc, magasin là, ça nous économisait beaucoup de choses. Avant, il faut déplacer les choses au niveau dans les quartiers. Et magasin, même au moment des saisons les pluies, ici, les gardiens où on est arrivé, les membres du groupement, la pluie, même ça nous arrange, ça nous frappe. Mais maintenant, donc, on a des bureaux, on a des vérandas, ça nous arrange beaucoup de choses. Et dans ce côté, on veut remercier Prolac. On remercie et on est tellement fiers. On est grand producteur. L'année passée, on a fait 200 sacs de voyons. Et ce magasin, c'est insuffisant. Au moins, ce magasin, ça prend à peu près 60 sacs de voyons. Et encore, ça reste à peu près cette année. J'espère qu'on va trouver 300 sacs de voyons. Le magasin est épais. Il va nous renforcer avec les magasins et matériel, d'autres matériels, donc pour appuyer nous. Et nous, on veut que jusqu'à il va nous accompagner plein de projets. Hein. Et les châteaux, là, on est tellement contents envers Prolac. C'est ça les points forts des marchages. Pour faire jardin là, donc c'est ça les points forts. Sans l'eau là, ça ne marche pas. Et encore on veut plaidoyer qu'il nous fait. Et les systèmes de nos grands-pères qu'ils ont nous hérité là, qu'on change, on est en 21e siècle, qu'ils nous orientent et ils nous forment. Et on change la vie des communes de Mouri. Voilà, de retour sur le plateau. Bienvenue à vous, bienvenue dans votre émission e-matin. Vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Chat. Et pour les auditeurs de la radio IFM, il suffit de nous envoyer des messages sur le 63 08 41 77. Nous allons à présent parler ressources humaines, Roms, avec Monsieur Clémentien Ka, et ça sera après le jingle.
Monsieur Clément, bonjour et bon café. Hein? Bonjour, merci. Je suis un peu stressé ce matin. Ah ouais, pourquoi stressé? Comme j'avais dit, je crois que c'était le vendredi. Oui, le vendredi. Si vous êtes un peu stressé, prenez une tasse de café. Évidemment, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Mais je ne vais pas vous dire pourquoi je suis stressé, bien sûr. Ça... D'accord, bienvenue, bon début de semaine. Merci à vous. Voilà. Ça me permet de me détendre au moins. D'accord. Ok, on t'écoute. On parle de quoi aujourd'hui? Je pensais que vous saviez. J'aimerais bien que vous-même vous le nous parlons ce matin de la valorisation des employés. Ok. D'accord. Valorisation des employés. C'est un concept vaste, un concept peu connu, pas très développé bien souvent dans beaucoup de situations. Je pense quand même que ça va de la vie des institutions que de savoir valoriser les personnels. Mais je veux dire, valoriser, ce n'est pas seulement l'aspect travailleur, hein, c'est dans toutes les relations. Si vous ne valorisez pas votre partenaire, votre vis-à-vis, je ne sais pas, les gens de votre association ou je ne sais pas quoi, si vous n'avez pas une politique de valorisation, vous perdez. Parce que l'être humain a cette chose en lui qui voudra une certaine reconnaissance vis-à-vis de l'autre. L'être humain se sent bien à l'aise et se donne à fond lorsqu'il sait que ce qu'il fera va être reconnu ou est reconnu et peut donc l'amener à progresser. Donc ça, pour moi, c'est important de le situer. Et dans le milieu du travail, c'est encore plus, on va dire, développé ou plus mis en avant. Si vous voulez perdre vos employés, la meilleure manière de les perdre, c'est de ne pas les valoriser. C'est la meilleure manière. Vous voulez, et d'ailleurs, ça se sent tous les jours. Si malheureusement un employeur veut se débarrasser de ses employés, il va commencer par le diminuer, par ne pas reconnaître ses valeurs, ne pas reconnaître son travail, ne pas lui créer trop de petites choses à la con. Et justement, ça pousse les gens à ne plus se sentir utiles, nécessaires quelque part et finissent par partir. Donc, si quelqu'un vous pousse de cette manière, réfléchissez bien dans tous les cas par rapport à la chose. Bref, c'est pour dire que l'essence même de la valorisation est de la nature de l'homme. Ça, c'est premièrement. La deuxième chose, la valorisation, contrairement à beaucoup ce que les gens pensent, n'est pas l'aspect purement pécunier ou seulement pécunier. Ne voyez pas en ce que je vais essayer d'exposer ici comme un appel à augmentation des salaires ou augmentation des primes. Ce n'est vraiment pas ça. Je veux dire, ce n'est pas vraiment ça uniquement. Mais ça fait partie quand même. C'est pour ça que je souligne le mot uniquement. Je crois que j'ai eu l'occasion de parler de cet aspect ici pour permettre de dire que, par exemple, si vous faites un focus uniquement sur l'aspect rémunération d'un salaire, d'un salarié ou d'une certaine manière, vous perdez totalement. Parce que même si vous augmentez le salaire d'une personne à 100%, à 200%, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, la personne retrouvera un certain niveau de vie qui correspond à son nouveau salaire. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose de valorisant, le salaire. Je veux dire, on ne peut pas travailler sans gagner, mais traiter mal les gens et leur donner de l'argent, je crois que très peu de gens vont accepter de se voir rabaisser, de se voir négliger, de se voir ignorer juste parce que vous lui donnez plus d'argent. Il préférera bien souvent être valorisé, même s'il est moins payé,
ça lui fait une fierté vraiment personnelle. Donc ça, c'est la chose qu'il faut retenir là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'une valorisation? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour montrer que on valorise quelqu'un? Il y a des choses pour lesquelles souvent on n'y pense pas. Et vraiment, on n'y pense pas. Et toutes les fois que vous êtes... peut-être qu'au moment où vous vivez ça, vous ne vous rendez pas compte. Mais si vous commencez par ne plus vivre ça, vous allez rendre compte de la différence. Les salutations du matin. Un directeur, un responsable, un superviseur qui prend le temps de vous dire bonjour. De vous dire bonjour, de prendre une minute pour échanger. Ça va ce matin, le week-end s'est bien passé. Et ne serait-ce que ça. Au moment où un employé vit ça, il croit que c'est rien. Mais si vous tombez alors sur un chef qui ne le fait pas, vous allez vous rendre compte quelle était la valeur de cette salutation qui, n'est-ce pas, vous permet de vous sentir chez vous, vous permet d'avoir un interlocuteur qui pense à vous, pas uniquement côté j'ai tel rapport, faites-moi vite. Non, pas uniquement, mais c'est après tout un être humain. Et ça, c'est valorisant, se reconnaître comme un être humain est en soi quelque chose qui est totalement valorisant par rapport à un employé. Comme je dis, franchement, si vous la perdez, vous reconnaîtrez la valeur d'un chef qui a toujours l'habitude de prendre... moi, j'en ai rencontré, qui, dès qu'il dépose son sac dans son bureau, la première des choses, c'est de sortir bureau par bureau. Non pas pour vous contrôler. Pour vous dire bonjour. Pour vous dire bonjour, serrez la main à chaque personne si tout va bien. Si tout va bien, le travail viendra. Mais si ça ne va pas, on a le temps de résoudre de ça ne va pas avant que le boulot ne vienne. Et donc, à ce moment, il permet parfois ça lui permet d'avoir de nouvelles. Non, j'ai ma fille qui est un peu, j'ai mon garçon, j'ai mon épouse, j'ai mon mari, j'ai, voilà, un tel cas, et puis bon, ok, vas-y. Ça permet au personnel d'être ouvert aussi. Bien sûr, puisque tout le monde le voit comme quelqu'un qui se soucie de leur personne. Et comme ça permet, et c'est par sincérité, c'est pas juste par formalité, et ça permet aux gens de s'exprimer. De dire, oui, j'ai telle situation. Si c'est une situation qu'il peut résoudre, il va résoudre. Et si c'est une situation qu'il ne peut pas résoudre et que vous avez besoin du temps pour... Voilà, il vous laissera du temps d'eux. Si c'est un conseil qu'il doit vous donner sur une situation, voilà, ça permet. C'est vrai que quand vous avez 5000 personnes, vous n'allez pas faire. Mais vous aurez au moins vos responsables directs que vous pourriez faire ça avec eux. Mais avec le reste du personnel, mais dès que vous croisez quelqu'un, c'est lui dire bonjour. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très valorisant pour l'employé. N'oublions pas, les chefs surtout, n'oublions pas cet aspect de la chose. Au début, vous allez voir, si vous venez d'arriver, vous allez voir de certains employés qui vont se cacher dès que le chef arrive, des choses comme ça. Peut-être comme si c'est un contrôle. Non, mais même avant d'en arriver à l'aspect de contrôle, si vous êtes nouvellement arrivé comme chef et que vous n'avez pas imposé cette habitude aux gens, très logiquement, dès qu'un employé va croiser son directeur, il va se chercher à se cacher un peu. Mais c'est au directeur, justement, de le ramener vers lui, de créer ce lien-là pour qu'il soit à l'aise. Le directeur n'est qu'un directeur dans son bureau. Il a ses responsabilités qui font qu'il est directeur. Mais en dehors de ça, c'est un être humain. Et donc cet être humain-là, justement, passe par ces gestes humains de la société, de notre société, pour permettre à ce que, voilà, son employé se sente cet aspect de la chose valorisé. Pour moi, c'est ça le premier. Le deuxième je ne le dis pas d'ailleurs par ordre d'importance, mais je dis simplement pour citer. Le deuxième aspect, pour faire en sorte que les employés justement se sentent impliqués d'une manière ou d'une autre,
c'est des réunions que certains le font chaque semaine, par exemple, d'autres chaque jour, mais c'est des réunions, on va dire, d'orientation. Okay. Pas seulement boulot, mais général. Chaque lundi, on fait une réunion debout, pas forcément assise, parce que réunion assise, souvent, ça prend du temps, mais une réunion debout, tout va bien, dans le même style. Voilà, la semaine, la priorité pour moi en tant que patron, ma priorité est celle-là. Et je voudrais bien que chaque service fasse de ça une priorité parce que nous avons un objectif commun qui est celui-là. Ensuite, décliner en des choses petit pour chaque cas. Et ça permet donc à chaque personne d'avoir, pour la semaine, ne serait-ce qu'un focus sur quelque chose, de dire, en semaine, je dois arriver à faire ça. À côté du fait que son chef va lui donner d'autres petites choses, ou lui-même, il va se donner un certain nombre d'objectifs à côté, mais ça valorise en fait. Ça fait que je ne suis pas ignoré. On sait ce que je peux apporter dans l'institution. On me donne une partie du travail à faire dans l'objectif que j'ai global à atteindre. Moi, j'ai ma part à faire pour que cet objectif soit atteint. L'autre aussi a sa part pour que l'objectif soit atteint. Ça, voilà, ça donne que ce que vous venez chaque matin faire au boulot n'est pas vain. N'est pas quelque chose d'inutile, où personne ne regarde, ou que je vienne, que je ne vienne pas, ça n'a pas d'effet. Non, non, non. Ça a un effet parce que ça fera atteindre l'objectif. Quand on arrive à cette situation, beaucoup de questions, souvent on me pose, mais attends, le technicien de surface, il participe à quoi comme un objectif à atteindre si vous avez fixé un objectif? Mais si, parce que si l'environnement n'est pas propre, ben la productivité des employés va diminuer, quel que soit le sujet. Donc, si vous arrivez en tant que technicien de surface de faire en sorte que l'environnement dans lequel évolue le travailleur est propre et nickel, il arrive, il ne pense à rien qu'à son boulot, il n'a pas à chercher à vider sa poubelle, il n'a pas à chercher à... Voilà, il sera focus sur son travail. Donc, ce que vous croyez que pour vous ne fait pas, n'est-ce pas, participer à l'atteinte des objectifs, mais vous le faites énormément. Donc, du coup, c'est vraiment toutes les échelles qui font que nous participons à atteindre l'objectif de la semaine, du mois, de l'année. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi paraît aussi important de le rappeler. La troisième chose, c'est beaucoup de gens ne le font pas, mais quand même certains le font. C'est cette fois-ci une valorisation publique. Je veux dire que vous pouvez mettre un mécanisme en place pour identifier des employés par mois. Vous pouvez vous dire, chaque mois, on veut 2 employés qui vont se distinguer des autres par leur sérieux, par leur service rendu, pas seulement à la société, mais service rendu à l'être humain qui est dans la société. Peut-être qu'il a fait un acte de bravoure, peut-être que, où il a été vraiment percutant sur un sujet particulier, ou un sujet nous embêtait depuis longtemps, mais c'est lui qui est arrivé et qui a trouvé la solution, et ainsi de suite. Donc, mettez les critères en place, et trouvez aussi une équipe de 3, 4, 5 personnes qui vont donc analyser chaque travailleur régulièrement pour dire ce mois-ci, ces 2 meilleurs, les voici. Et on doit citer pourquoi on les a choisis comme des meilleurs. Et on donne une attestation pour dire l'employé du mois, c'est monsieur Tant pour ça, de façon exceptionnelle. Sinon, le travail, tout le monde l'a effectué. Mais on valorise l'exception ou tout au moins quelque chose qui saute à l'œil, qui permet aux gens de dire waouh, ça veut dire que, et donc une sorte de témoignage de satisfaction mensuelle. Et ça, donc le mois prochain,
c'est quelqu'un d'autre, ou ainsi de suite. Ça va encourager. Et ces certificats-là sont parfois affichés dans le couloir. Pour dire, voilà, puisque si on doit le faire chaque mois et qu'on est beaucoup, peut-être que le couloir va être rempli. Mais on prend, par exemple, dernière année, voici chaque mois, voici les employés. Et donc, même un visiteur qui arrive, ah, ok, la photo de tel employé, voilà ce qu'il a fait. Et peut-être que dans l'année, il est revenu 2 fois. Ou peut-être qu'il est revenu 3 fois. Voilà, c'est quelque chose qui n'est rien, mais vu de façon publique, ça permet à l'employé de reconnaître que ce que je fais n'est pas ignoré dans la structure. Donc c'est vraiment quelque chose de, peut-être même certains critères, ça me vient à l'idée, mais la présence, quelqu'un qui n'est jamais absent, c'est rien, quelqu'un qui est toujours à l'heure. C'est rien, mais ça permet aux gens, le fait que moi je suis pile à l'heure, ça se remarque. Les gens le voient. Et donc, je ne fais pas ça pour être au bureau seulement, mais je fais parce que j'ai signé un contrat que je dois être au boulot à 7h30 et je fais tout de mon mieux pour être à 7h30 au bureau. Et là, voilà, ça donc encourage, y compris ceux qui viennent déjà à l'heure, mais aussi ceux qui ne viennent pas à l'heure pour dire, voilà, ce n'est pas une sanction, on te dit non, c'est pas que si tu n'es pas venu, on te sanctionne, mais on reconnaît celui qui fait cet effort-là pour être là à l'heure. Donc c'est vraiment cet aspect de la chose qui bien souvent est ignoré. L'autre aspect de la valorisation, c'est la valorisation pendant les évaluations. Les évaluations annuelles de performance, j'avais déjà suffisamment exposé ça ici. Périodiquement, des entreprises font des évaluations du personnel. Un chef évalue son employé et le chef va s'asseoir pour dire, voilà, je reconnais ta participation à mon service, voici. Malheureusement, je ne peux pas forcément noter ça sur la fiche officiellement, mais sache que c'est reconnu. Mais à titre exceptionnel, voilà ce que je vais noter parce que voilà, c'est quand même bon que la hiérarchie le sache, ainsi de suite. Mais voilà, ça permet aux gars de se dire, ok, pendant 1 an, mon chef m'a regardé et voilà ce qu'il me dit. Voilà ce que je pense qu'il ne regardait pas, il n'était pas, et machin. Mais voilà, et donc ça permet donc à l'employé de se dire, d'accord, là, l'année prochaine, il faut que je fasse encore plus pour en arriver. Donc ça c'est comme si Nous avons des questions. Des questions de nos internautes. Monsieur Akembos Pawi qui dit, bonjour ITV, il y a certains contrôles qui font peur. Et dans certaines entreprises, tant que tu fais bien le boulot, personne ne t'apprécie. Mais dès que tu fais une petite erreur, les bouches s'ouvrent de partout pour en parler. Il y a Jessica également, Jessica Albé qui dit bonjour. Quels sont, selon vous, les plus grands défis dans la gestion des employés aujourd'hui et comment une entreprise peut-elle y répondre efficacement? Ça, c'est le thème de mémoire, ça. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ce que disait le premier que vous avez lu est probablement vrai. J'allais en arriver. C'est que si vous suivez bien ce que je venais d'exposer, c'est que réellement, c'est que si quelqu'un fait bien, il faut le reconnaître. C'est bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est qu'il faut reconnaître quand quelqu'un fait bien. Mais si quelqu'un fait bien, vous ne le reconnaissez pas, j'avais commencé par là. Ça veut dire que soit vous avez perdu de votre objectif, soit vous voulez pousser cette personne à partir. Donc, je n'encourage jamais une telle pratique. C'est vraiment pas ça du tout, ce que je veux dire. Et maintenant, ça permet d'aborder, je crois que j'étais au 4e point, pour dire la valorisation passe aussi par la réprimande. Il faudrait être capable de regarder la personne en face, ça, t'as gavé mon gars. Ça ne marche pas de cette manière. Une erreur, une faute commise, identifiée, le chef, pour valoriser son employé, doit le regarder en face et lui dire, voilà, ça ne marche pas.
c'est mal fait. C'est mal fait. Fait en sorte que demain, ça ne se reproduise pas. Donc ça, c'est la première étape. Après, ça peut aller dans la deuxième étape, une blâme, une sanction signée, un avertissement et tout ça. Mais bien encadré, c'est valorisant pour l'employé. Parce que si l'employé a commis une faute et qu'il est sanctionné à la juste mesure de sa faute, ça marche. Ouais. Mais ce qui pose le problème, c'est qu'il a commis une petite faute. Ouais. La sanction est disproportionnée, alors qu'il a fait plein de bonnes choses, justement, pour ça, qu'on n'a jamais dit que c'était bon. Donc ça, c'est aussi l'effort à faire pour les superviseurs, d'être capable de prendre son temps. Parce que la supervision, c'est que vous êtes là pour faire travailler les gens. Je crois que je disais ça la dernière fois. Donc un bon chef, c'est celui qui fait travailler les gens. Et la meilleure manière de faire travailler les gens, c'est de reconnaître quand il a bien fait, c'est de le sanctionner quand il a mal fait. Et de lui donner des objectifs à atteindre. Tout ça participe à cette reconnaissance, à cette valorisation que nous avons. Et je crois que ça pose vraiment un problème, la question de sanction ou la question de critique. Donc, un employé justement sanctionné, il est content. C'est comme un enfant. Si vous sanctionnez un enfant et qui ne sait pas pourquoi il a été sanctionné, vous le détruisez. Mais un employé, c'est la même chose. S'il ne sait pas pourquoi il est sanctionné, ou s'il est sanctionné, il se rend compte que c'est injuste et que c'est disproportionné, parce que la même faute a été commise par quelqu'un d'autre, et cette personne-là n'a pas reçu la même sanction, ça pose un problème. Donc voilà pourquoi en RH, et en supervision, il faut faire très attention de la jurisprudence et pour mettre tous les employés sur le même pied. Et c'est valorisant de mettre les gens sur le même pied. Parce que, voilà, c'est pas la cousine, le cousin du directeur, et donc lui, voilà, il se fait la vie comme il veut, personne ne le regarde, il commet une faute, on fait semblant de même pas regarder s'il a fait de faute, alors que l'autre là, on charge et puis on tire. Et ça pose un problème. Donc en termes de valorisation, tout ça participe à la valorisation de l'être qui est un employé et qui a besoin de cette sécurité-là pour vraiment travailler. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a une question d'ailleurs. Bonjour ITV, j'ai une question. Quelle stratégie de gestion des employés, ça revient encore, permet de maintenir leur motivation et leur engagement sur le long terme? C'est un peu ce que j'explique. J'aime beaucoup ce thème-là parce que je crois que je l'ai toujours dit. Ça fait partie des thèmes que moi j'ai développé lorsque je présentais ma clôture de formation, la motivation du personnel. Donc ça fait partie des choses vraiment sur lesquelles j'ai mis du focus et pour comprendre qu'est-ce qu'un employé a besoin, qu'est-ce que, et cette petite fenêtre que j'essaie d'ouvrir pour parler de cette valorisation. C'est pas vraiment la rémunération uniquement. Et donc, je suis sûr que la personne a besoin d'entendre que payer un employé, bien payer un employé, c'est bien, mais reconnaître sa valeur en tant qu'être humain est mieux. Et donc, si vous associez les deux, vous avez la possibilité d'être cette institution-là où les gens sont fiers d'être identifiés. Et je le dis toujours comme indicateur simple, parce que je suis aussi un auditeur social. L'indicateur simple, je le dis toujours, quand un employé quitte sa maison pour arriver à son boulot, quelle est sa vraie réaction qu'il a à l'intérieur de lui-même? Est-ce qu'il est content de sortir de chez lui pour arriver au boulot? Est-ce qu'il est content plutôt pour quitter le boulot pour rentrer? C'est l'indicateur simple. Mais lorsque la majorité, sinon la totalité de vos employés sont pressés le lundi matin pour arriver au boulot, sachez que vous êtes arrivé à une situation qui est parfaite, plus ou moins. Mais si les gens sont allés à l'heure, chacun sort et court, non, vous avez encore du chemin à faire. Ça, c'est vraiment. Après, effectivement, c'est pas un sujet qu'on peut terminer en une présentation. Je crois que peut-être le vendredi. Inch'Allah. Une dernière question. Les visites inopinées du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno peuvent être qualifiées de la valorisation des fonctionnaires, du personnel?
Oui et non. De temps en temps, ils oui sont, et non. Je ne vais pas, je vais pas faire de la politique derrière ça, mais oui et non. Oui, c'est valorisant pour permettre aux gens qui sont présents au travail de voir que le fait qu'ils étaient au boulot sans savoir qu'une personnalité allait venir le voir et que le président vient le trouver à leur poste, il n'y a pas plus valorisant que ça. Naturellement, c'est quelque chose d'important. Mais là où il ne faut pas que ce soit quelque chose de machinal, je veux dire, il faudrait amener les gens justement à reconnaître que venir au travail, ce n'est pas parce que le président viendra vous visiter qu'il faut être là. Il faut être là parce que vous faites votre travail. Donc, la vraie valorisation, que le message qui doit être derrière, c'est celle-là. Je sois là ou pas, votre travail, votre contrat avec la fonction publique est d'être là. Je ne sais pas à quelle heure, 7 heures, je crois, et voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que la République vous demande pour que lorsque vous êtes là, mettez-vous au boulot, travaillez, remplissez votre part de contrat comme l'État remplit sa part de contrat de vous payer à la fin du mois. Donc je crois que c'est quelque chose, dans la philosophie, c'est important de le faire. Mais il faudrait derrière qu'il y ait une bonne communication pour que la conscientisation des employés vienne au travers de ces visites-là. Sinon, le président, il ne va pas visiter tous les services, tous les ministères, ce n'est pas possible. Lui aussi, il a son boulot. Donc, là, ce n'est pas possible. Mais derrière ça, le fait de le faire de temps en temps, spontanément, ça peut aider effectivement à rendre conscients les gens. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Moi, le président a visité mon service aujourd'hui. Mais je suis sûr qu'il ne reviendra pas d'ici un an. Donc, après sa visite, je fais ce que je veux, non ? Et donc, si on n'a pas justement pris conscience de la chose, que ce n'est pas parce que le président est passé que tout s'arrête, mais c'est parce qu'il est là ou pas, la machine doit tourner. Et ça doit être le message que je pense que même personnellement, le président, lorsqu'il visite, il doit être capable de dire « Je suis arrivé, je ne suis pas son chargé de communication, mais la question a été posée crûment, alors j'essaie de répondre tel que je pense. Voilà, je suis arrivé à ITV, j'ai trouvé 10 personnes au travail, je les félicite pour le travail. Sachez que je vienne vous voir, que je ne vienne pas vous voir, c'est pas moi, ma personne, c'est la personne du Tchad que vous êtes en train de servir. Donc, servez-le avec loyauté et j'invite les autres qui ne sont pas au boulot de faire autant. Je crois que ça crée une autre chose, de mon point de vue dans tous les cas. Ah oui, on va mais les autres thèmes, je pense que, comme je disais, c'est des thèmes de mémoire. On pourrait en reparler un peu plus tard dans l'émission prochaine. Tout à fait. Voilà, on va dire merci à M. Clément Sianka pour merci beaucoup. Cette thématique. Voilà, mon café m'a quand même servi. Merci. Oui. On va finir avec le message de Sawadogo Oumar. Bonjour, le plateau. Vous avez mon bonjour fraternel et tous mes encouragements vous accompagnent. Je n'oublie pas de traduire ma satisfaction quant à l'intervenant de vos consultants. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Sawadogo. Je me sens valorisé. Voilà. Merci à Pélagie Mela, merci à Jessica Albé, merci à Amkebos Wapi, pardon. Merci pour vos messages. C'est une thématique très large. On va y revenir le vendredi, voilà, pour répondre peut-être à vos questions. Merci à M. Clément Sianka. Rom Nelumsenga, merci. Merci pour la co-présentation. On va dire merci à Mingalodi Dinalov et son équipe. Merci également à la diffusion. Nous vous donnons rendez-vous mercredi dès 7h30. D'ici là, portez-vous bien et très bon début de semaine. Bye bye.